Bonjour pour la deuxième fois. Bonjour à tous, on va y arriver. Vous savez que j'étais pas informée de la réunion, hein? Ah oui, Ah il bon? faut lire le Shabbat Shalom, chère Rivka. Oui, je l'ai pas lu. Bah, alors, en Elle l'occurrence, n'était pas informée qu'il faut lire. voilà, moi, je n'étais pas informée non plus, mais il y a des gens qui lisent et qui me disent: «Ah tiens, il y a Rivka et Très Yachef bien. lundi». Je dis: «Ah oui, c'est vrai». Voilà. Ça Donc veut on dire lit, qu'il c'est pas faudra mal faire ça, on quelque lit. chose là. Voilà, je veux dire ça revient. Bien, en tous les cas, merci à tous, d'être là puisque nous Oui, sommes, une bonne douzaine et que c'est donc, c'est bien, voilà. C'est tout à fait bien. Ravie de t'accueillir Rivka, donc, Merci, je suis ravie aussi. voilà, Rivka Nadel sur le livre, mais évidemment, il s'agit d'un pseudo, Rivka Eliachef. Et donc, c'est ton. Bon, alors on se tutoie parce que dans la vraie vie, on se Mmh. tutoie et puis qu'on est un peu entre nous quand même. Donc, on va continuer sur ce modèle-là. C'est ton premier livre. Pour un premier livre, bravo, parce qu'il a été édité chez Actes Sud. Et en plus, tu t'es présenté, autant le dire tout de suite aux gens, quand tu as envoyé ton manuscrit, c'était sous pseudo, n'est-ce pas? Et donc, Alors, non, c'était pas sous pseudo. c'est pas sous pseudo, d'accord. C'était pas sous pseudo, mais en fait, voilà, ils ne savaient pas du tout, qui j'étais. Donc, voilà, c'était bien. Ok, en tout cas, voilà, c'était anonymement, en tous les cas. Exact. C'était anonymement. Et donc, le titre Traversée, qui est un titre court pour une histoire personnelle, puisqu'il s'agit vraiment d'une. Alors, il y a écrit roman en dessous, mais bon, on est quand même dans le roman de sa propre vie, on va dire, ou d'une partie de sa vie, en tous les cas, celle que tu veux bien nous faire partager ou faire connaître au lecteur. Et la traversée, alors non, je ne vais pas dire ce que c'est, ce que tu entends par traversée, mais on comprend, et c'est vraiment le sujet du livre, le cheminement qui a été le tien depuis ton enfance, ton adolescence surtout, Oui. puisque le livre commence lorsque tu es accepté au lycée Henri IV, donc à Paris, au prestigieux lycée où tu vas faire le lycée, seconde première terminale, et la Hippocagne pour préparer donc les concours de normal sup. Et, et parallèlement, enfin pas parallèlement, tu es une élève et une jeune fille qui vient déjà d'un milieu particulier que tu vas nous raconter, puisque ta mère est juive, pas ton père, donc il y a un milieu où ça parle beaucoup, non pas tant que ça d'ailleurs, surtout avec ta mère, oui, mais sinon ça parle, non pas avec le père. Maintenant, bon bref, en tous les cas, tu viens d'un milieu qui est tien, que tu nous diras ou pas, en tous les cas, qui ne te prédestinait pas à devenir qui tu es aujourd'hui. Je crois que le résumé, c'est ça. Alors, ce chemin, en quoi est-ce que entre 15 et 18 ans, ou 15 et 20 ans, ça a été fondateur pour toi? Voilà. Et je dis encore une chose sur le livre, c'est que parce que j'ai déjà dit la dernière fois, mais tout le monde n'était pas là, c'est que c'est un livre très bien écrit, très sensible, très cultivé. Et vraiment, voilà, on voit que tu es passé quand même par Hippocagne et Henri IV. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait, en quoi ça a été fondateur entre 15 et 20 ans pour la suite? Alors, en fait, si je veux être vraiment, claire, il faut savoir que j'avais écrit un autre livre avant, qui était justement avant 15 ans. Et D'accord. c'est ça qui était peut-être aussi, le plus fondateur. Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour, Il a été publié, ce livre? non, 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 il n'a pas été publié. D'accord. C'est pas celui que j'ai présenté, en fait, parce que et je vous raconte parce que c'est quand même intéressant, parce qu'on voit la jeunesse de traverser, voilà, à travers cette première étape. J'ai voulu, en fait, comprendre le parcours de mes parents, comment ils s'étaient rencontrés. J'ai été amenée à faire énormément d'interviews de la famille. Et à la suite de ça, donc, j'ai écrit un livre et ça contenait, vraiment une grande partie contenait les informations que j'avais retirées de ces interviews. Et puis au début du livre et à la fin, alors je disais «je». Et je me suis rendu compte que toute la partie du milieu qui était des interviews, le style ne venait pas, j'arrivais pas comme je voulais. Ça, c'était pas que c'est mal écrit, mais c'était pas, voilà, il manquait quelque chose parce que en fait, j'étais complètement attachée à la nécessité de respecter la parole, comme il y avait aussi des gens qui étaient morts dans la Shoah, etc. J'avais un espèce d'attachement extrême à respecter leur parole et je n'étais pas libre, en fait.
Donc, et je me suis aperçue que quand je disais je, eh ben, ça fonctionnait. Le style marchait, je m'exprimais, voilà, ça devenait beaucoup plus vivant. Donc, je me dis, ben, je vais écrire je suis obligée d'écrire maintenant en disant je. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est comme ça qu'est né en fait Traversée, à partir du moment et le moment où je me suis sentie de dire je, bah, c'était voilà, cette période-là, à partir de mes 15 ans, effectivement. Et tu as voulu aussi attendre que des personnes de ta famille ne soient plus là. Peut-être c'était moins lourd à porter, le Non, pas du regard ou l'attente de l'autre. Non, pas du non, tout. non, 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 D'accord. non, 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 pas du tout. Non, non, c'est simplement que maintenant, il faut que je retravaille complètement ce premier livre, en fait, qui, pour différentes raisons, je trouve extrêmement intéressant du fait du parcours des deux familles, etc. Alors, il faut savoir, et là, je rentre directement dans Traversée, c'est que le personnage, en fait, il a deux failles. Je pense que ça parcourt en filigrane le livre. Il y a la faille de la Shoah. Alors ça, c'est assez, voilà, on sent que ça parcourt tout le livre qui est là voilà, depuis le début, parce qu'effectivement, toute la famille de la mère, enfin toute la famille qui est restée en Pologne a été massacrée en Pologne, et donc elle est en fait l'enfant la petite enfant de survivants, donc avec toute la particularité que ça a, toute cette transmission non dite que ça inclut. Et puis la deuxième faille, effectivement, comme tu l'as dit, c'est qu'elle a je dis quand même le personnage parce qu'il faut bien expliquer que je commence le Oui. livre par je ne suis pas je reviendrai dessus après, mais disons qu'il y a cette double identité chez le personnage qui est une identité non juive et une identité juive, et comment on fait pour, bah, voilà, pour que ça, pour pas avoir un pied ici, un pied là, en équilibre, voilà, comme si on avait une faille, et puis il fallait avoir un pied là et avancer jusqu'au moment où il se passe quelque chose. Alors comment ça, c'est assez intéressant, c'est peut-être le livre aussi. Enfin, c'était en tout cas le premier livre, mais c'est aussi pas mal dans le deuxième. D'accord. Alors, le personnage, effectivement, chemine, puis c'est quand même la caractéristique de vraiment toute la première partie, en tous les cas, c'est le cheminement. Et donc, toi, moi, j'ai presque envie de te vous voyez là maintenant, tu vois. C'est que C'est vous, bien, je ne suis plus moi, c'est je ne suis pas voilà, je. exactement. Là, tu n'es plus toi. Exactement. C'est C'est égal. que vous, est-ce que c'est une recherche, le fait est-ce que dans ce chemin, c'est une recherche, enfin, de toute façon, c'est comme ça que moi je l'ai compris dans toute la première partie du livre. Il y a une quête d'absolu, avec beaucoup de questions existentielles qui sont universelles, hein, notamment sur l'amour, sur qu'est-ce qu'être aimé, qu'est-ce que c'est d'aimer aussi. On sent l'élève, la narratrice est extrêmement sensible et observatrice de tout ce qui l'entoure. Alors, et il y a une quête éperdue, moi je dirais une quête d'absolu en tous les cas, mais qui n'est pas très identifiée. Et il va y avoir des personnages, en tout cas dans le livre, très très marquants, notamment le professeur de français, Monsieur Picard, qui vont aider à… Jacob, attention. D'accord. Monsieur Jacob. C'est le seul nom qui apparaît dans le livre, donc il ne faut pas l'écorcher, hein. Ah oui, 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 je ne sais pas pourquoi j'ai dit Picard. Jacob, oui, tout à fait. Mais Monsieur Jacob. moi, si tu veux, c'est ce que peut-être tu as du mal à formuler, moi je le formulerai très simplement, c'est une quête de sens et une quête de l'origine. Et je pense que ça, c'est vraiment cette quête de l'origine, elle est là depuis le départ. Pourquoi est-ce que ça t'a posé problème finalement? Il y a des gens qui ont voilà, qui ont un couple, des gens issus de couples mixtes en fait, hein, et dans ta situation, c'est-à-dire avec une mère juive survivante de la Shoah, bon, on n'est pas, tout le monde ne réagit pas comme toi évidemment. Donc qu'est-ce qui a manqué à un moment, enfin, ou manqué ou pas, je ne sais pas, mais enfin, c'est peut-être dans le livre en fait. Oui, enfin, ce sera en tout cas Mais peut-être après, on ne parle plus, alors ça ne va pas. dans le prochain qui est en fait le premier. Je pense que D'accord. ça expliquera un petit peu mieux tout ça. Là, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas vraiment tout à fait. Voilà, c'est en filigrane. Je voulais juste mettre l'accent sur les failles du personnage parce que je pense que ça permet vraiment d'éclairer le cheminement. Maintenant, c'est un cheminement. Alors, c'est l'éditrice qui a trouvé le titre, hein, je lui rends rendons à César ce qui est à César. Et je l'ai tout de suite trouvé extra. Parce qu'une traversée, en fait, c'est à la fois un cheminement avec une origine, et, enfin, c'est horizontal, il y a un début et puis il y a un point d'arrivée. Et puis aussi, c'est un personnage qui est traversé. Donc il y a ce mouvement vertical.
Donc, et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est un cheminement, mais qui avance en ayant cette verticalité qui régulièrement intervient pour. Je ne vois plus. Alors, tu cites très souvent la psyché de Molière. La narratrice dit « Je suis la psyché de Molière, enchantée, folle de joie et de curiosité. J'attends les sens et le cœur dilatés le premier jour de la rentrée. » Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que la psyché de Molière apparaît aussi souvent dans le livre? Parce qu'elle apparaît d'autres fois encore. Alors, parce que. Voilà. Il y a aussi « J'ai un mal fou à m'extérioriser, à être spontanée, à ne pas être tétanisée par le regard de la salle, à placer et à projeter ma voix. Le seul rôle qui ne me demande pas d'effort de composition, c'est la psyché de Molière. » Ah oui, parce que je pense que c'est un personnage qui est encore très proche de l'enfance. Et je pense que c'est un personnage qui a des failles, mais qui a aussi une très grande richesse qui est due à son enfance. C'est-à-dire qu'il y a une richesse extraordinaire autour de son enfance. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien rendre ultérieurement. Et alors, dans l'enfance, il y a deux aspects. Il y a un aspect, l'enfant, il y a cette capacité d'étonnement. Et je pense que dans tout livre, j'essaie de garder. En fait, elle s'étonne à chaque fois et les choses arrivent. Et puis, il y a une candeur. C'est un peu le Candide de Voltaire, mais voilà, version féminine. Donc, il y a cet étonnement qui fait qu'en fait, il y a un regard neuf sur les choses. Les choses ne sont jamais prises telles quelles. Il y a toujours une interrogation, un questionnement, un peu une façon de dire, mais voilà, je suis là. Et puis, il y a aussi, dans l'enfance, il y a aussi un effarement. Et je pense qu'il y a les deux. Et elle aussi, dans Psyché, à un moment, elle pense on lui dit, voilà, tu vas rencontrer un monstre terrible, cette espèce de peur terrible, d'effarement dans quelque chose. Puis en fond, elle se rend compte que non, c'est l'amour. Enfin bon, voilà, elle sait. Mais je pense que Psyché porte vraiment ces deux caractéristiques, c'est-à-dire qu'il y a cette candeur, cet étonnement, et en même temps cet effarement, parce que quand on est l'enfant, petit enfant de gens qui ont vécu des choses tellement terribles, même si les choses ne sont pas dites, en fait, on est avec un bagage qui est vraiment, qui fait que oui, il y a cet effarement. Alors voilà un petit peu Psyché. À part ça, il y aurait d'autres choses à dire sur Psyché. Bien sûr, c'est l'âme. Hein. Psyché, c'est d'ailleurs, moi, j'ai l'impression que ce livre, pour moi, c'était un peu l'histoire d'une âme. Voilà, c'est pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tiens, on dirait que ton livre, il est écrit d'un drone. J'ai trouvé ça très rigolo. C'est à la fois pas tout à fait vrai parce que j'essaie de rester très réaliste, de donner des détails. Je suis complètement. J'essaie de rentrer complètement dans l'émotion des choses, dans la sensibilité, même s'il y a beaucoup de pudeur, donc je dis pas tout, donc ça donne un certain effet. Mais c'est vrai que c'est aussi le regard, quand si on regardait avec une partie de soi qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu différente. Oui, alors, parce que moi, je préfère le terme de candide, ça c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire tout le livre, la manière dont c'est écrit, il y a beaucoup d'observations. Voilà, la narratrice observe tout avec ses grands yeux, avec sa sensibilité. Et elle se pose toujours plein de questions. Et effectivement, il y a des très, très belles descriptions du lycée lui-même déjà, hein, qui est un très beau bâtiment, du lieu. Là, je t'interromps parce que c'est en lien avec la question que tu m'as posée avant. Pourquoi Psyché ? Parce que Psyché aussi, il y a un fameux monologue où elle dit, mais voilà, elle rentre dans un lieu extraordinaire. C'est le palais de l'amour, en fait. Elle pensait trouver un monstre, et puis en fait, et elle décrit elle décrit toute une architecture, des meubles, et moi, je suis petite fille d'architecte d'intérieur, donc évidemment, et d'ailleurs, quand je parle de Paris, etc., c'est le regard de quelqu'un qui regarde les monuments, qui regarde les maisons, mais parce que voilà, c'est dans ma culture, c'est dans notre culture. J'ai des parents qui étaient tous les deux artistes. Donc, en fait, j'ai beaucoup aimé à la fois cette candeur, elle résume bien cette candeur et cet émerveillement, et aussi cette espèce de regard qu'on peut avoir sur l'architecture, et puis sur la réalité en général. Sur la beauté, sur l'esthétique. Voilà, sur la beauté, sur l'esthétique. Parce que, en fait, c'est un personnage, c'est pour ça que je pense que d'ailleurs elle ne se retrouve pas tellement Henri IV, parce qu'il y a une erreur de casting. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas une enfant de prof, c'est une enfant d'artiste. Donc, à la fois, elle a quand même certains bagages culturels qui lui permettent de rentrer dans ce milieu-là. Ce n'est pas une transfuge totale comme si elle venait
voilà, une enfant d'ouvrier, etc. C'est pas le cas, hein. Mais en même temps, elle n'a pas tout à fait les codes dans lesquels elle rentre, qui sont des codes beaucoup plus intellectuels, beaucoup plus abstraits. Et donc, je dirais qu'il y a une erreur de casting parce qu'elle s'attend à trouver de l'humanisme, elle s'attend à trouver aussi à rencontrer peut-être des futurs écrivains. En fait, elle se trompe complètement quand elle rentre dans ce lycée. Elle, elle et sa mère se trompent sur ce qu'elles vont trouver. Elle, au début, non. Je pense que tout ce qui est classe de lycée, bon, en terminale, ça commence déjà un petit peu à devenir plus complexe. Mais au départ, effectivement, il y a cet humanisme-là. Et il y a une année merveilleuse où cet humanisme bat son plein. Et puis quand tout d'un coup rentre tout ce qui est concours, tout ce qui est hiérarchie, tout ce qui est concurrence, etc., à ce moment-là, l'humanisme, en fait, tombe par terre face à cette réalité qui est une réalité sociale, en fait, hein. Ça tombe par terre. Voilà. Et là, il y a une déception énorme que je décris. Et puis après, une tentative de reconstruction sur cette parce qu'elle est quelque part détruite. Il y a un moment où son âme est proche d'être. Elle résiste, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de très, très profondément ancré en elle que ça tient. Parce qu'elle a reçu peut-être de son enfance des choses tellement fortes qu'il y a une résilience énorme. Mais je pense quand même que elle se retrouve dans un univers qui, en tout cas, qui n'est pas du tout fait pour elle. Du tout, du tout. Et pourtant, c'est l'élite, hein. Tout le monde rêve d'y être. Mais et je voudrais aussi dire que moi, les pages que j'ai écrites sur les classes préparatoires, je ne les aurais peut-être pas écrites maintenant, parce que d'abord, c'est trop d'actualité. L'époque aussi, hein. Enfin, c'était à une époque donnée, mais je ne sais pas si ça. Je pense que ça a moyennement changé parce que c'est resté un concours, voilà, qu'il faut avoir un maximum de reçus, que les lycées, entre Henri IV et Louis Grand, ben, il faut qu'on ait là au moins la moitié de nos élèves qui, hein, je veux dire, il y a une concurrence, il y a des enjeux, il y a beaucoup de choses, hein. On va garder que les gens qui, voilà. Et c'est normal, hein. Moi, je veux dire, je pense que moi, j'étais une erreur de casting, hein. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurais pas forcément écrit ces pages-là maintenant, parce que justement, c'est tellement d'actualité, donc peut-être que ça m'aurait pas intéressé jusque-là. C'est pas du tout donc de l'opportunisme, sont des pages que j'ai écrites en sortant de classe préparatoire. Ah bon? J'étais tellement révulsée, enfin je me suis dit c'est pas possible. Ça veut dire c'est ça l'élite de la si c'est l'élite de l'éducation, alors quelque part c'est le max de ce que la société va offrir. Et moi j'ai eu une réaction enfin pas de révolte, mais je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas du tout. C'est très instinctif, très intuitif. Enfin, j'ai vu ce qui se passait. Je me suis dit non, on ne peut pas construire une société sur ce modèle-là. Donc, j'ai écrit quelques pages en me disant si je ne les écris pas maintenant, en fait, c'est tellement puissant que je vais refouler. C'est comme un trauma. Je vais tout oublier et je me souviendrai de rien. Et donc, en fait, la plupart je crois que j'aurais tout oublié, vraiment, j'aurais tout oublié. Tous les détails, pourquoi c'est tellement détaillé? Parce que ce sont des pages que j'ai reprises, bien sûr, mais qui ont été écrites au sortir des classes préparatoires. Et je m'étais dit, je me promets un jour de parler de ça, parce que personne n'en parle, c'était il y a 40 ans, hein. Et maintenant, on voit comme c'est d'actualité. Je me promets d'en parler parce que personne n'ose ou ne veut, où il y a une omerta, où c'est un système. Remettre en cause, personne ne veut remettre en cause le système élitiste français. C'est ça? Oui, mais moi, j'avais aucune, c'est pas une remise en cause, c'était juste un cri du cœur. C'est-à-dire, j'avais pas du tout j'ai jamais eu tellement Oui, il n'y a pas d'idéologie derrière, j'entends bien. Aucune, c'était un cri du cœur. Je dis, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et c'était ça que je voulais. Et donc, j'ai essayé, je me dis, bon, je vais essayer de faire un essai, mais j'étais nulle pour les essais. J'ai fait écrire mes 4 pages, je dis, mais on fait pas un essai avec ça. Je dis, mais j'arriverai jamais à faire un roman, je suis pas capable, c'est trop difficile de faire un roman. Ça me paraissait complètement hors de portée d'écrire un roman. Et alors, on se retrouve 40 ans plus tard, et c'est très drôle que cette partie-là soit finalement, elle arrive comme si dans la tête, on se fixait des choses, et puis et quand on se promet quelque chose, finalement, que c'est tellement fort que, eh ben, ça doit advenir. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Quand est-ce que tu as recommencé à prendre la plume? Puisque je peux dire que tu es une mère de famille très nombreuse. Oui. Alors, j'ai commencé à prendre la plume, en fait, en voyageant. D'accord. C'était un moment où je pouvais me concentrer. Et alors, quand je voyageais, si j'avais 2 heures de voyage, j'écrivais 2 heures. Si j'avais 4 heures, j'écrivais 4 heures. Ça veut dire, les voisins, je sentais qu'ils me prenaient un peu pour une bizarre. Avec les enfants autour, etc. Non, ça, c'était en voyage, c'est-à-dire en train, en avion. D'accord. Vraiment dans des endroits où tu n'es pas dérangé parce que tu voyages, tu es seul, tu es isolé, tu es dans ta bulle. Bon, c'est donc, il y avait une nécessité. Ça, c'est sûr. Alors, à un moment donné,
Tu écris: «J'ai des nostalgies régressives». Voilà, tu parles de nostalgie régressive. Mes débuts à Henri IV, bien sûr, mais aussi l'école communale de mon enfance, associée à la douceur sensuelle de la classe de Claudine, l'héroïne de Colette. Je regrette la pédagogie de ma mère, cette méthode Montessori qui aborde l'apprentissage, même le plus abstrait, par les sens et par l'expérience. Voilà. Alors, ta mère est un personnage central. Je ne sais pas si elle est là d'ailleurs. Non, 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 elle elle est n'existe pas là. pas. Elle est à Paris. D'accord. Bon. Mais je lui dis, je passerai le bonjour. Oui. Oui, alors, Et oui, la relation avec ta mère aussi, donc, elle est extrêmement présente pendant tout le livre, bien plus qu'avec ton père, en l'occurrence. oui, oui, non, mon père, je lui réserve un autre livre. D'accord. C'est tout à fait autre chose. Hem, Mais parlons un peu de ta mère et de la relation, en fait, que tu avais avec elle, si tu veux bien, oui, bah, c'est une relation très, je pense, fusionnelle certainement? oui, c'est fusionnel tout en étant très, très, très différentes. Mais alors elle, justement, je pense qu'elle a eu l'intelligence et je pense que c'est ce qui manque dans l'éducation, c'est que moi, j'ai été élevée, avec cette notion très forte qu'on devrait remettre complètement dans l'éducation, qui est que pour apprendre, il faut observer. C'est-à-dire, c'est l'observation, de l'observation de l'enfant sur les choses, donc il faut lui procurer un environnement par lequel il apprend. C'est l'environnement, en fait, l'enfant, il apprend, dans Montessori, il apprend par l'environnement. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai été éduquée comme ça. C'est-à-dire qu'on vous mettez autour de vous des éléments et vous alliez choisir celui qui correspond à votre période sensible. Et à ce moment-là, on pouvait construire une partie de son psychisme et ça correspondait pile au moment où le psychisme avait besoin de ça. Donc, mais on propose ça dans l'environnement. Donc, il y a cette observation de l'enfant sur son environnement et il y a surtout l'observation de l'enseignant, de la maîtresse, de la mère sur l'enfant. Ça demande une Oui. extrême observation pour savoir, peut-être lui proposer il y a du matériel hein, dans Montessori, lui proposer le matériel dont elle a besoin, dont l'enfant a besoin parce qu'à ce moment-là précis, on a observé que tiens, c'est la période sensible où il a besoin je sais pas, de la période où on a besoin de ranger ou de construire donc il y a cette attention-là et je pense que ce qui pêche en haut de l'éducation en France, c'est parce qu'en bas, on n'est pas sur des bonnes bases. En bas, on n'est pas sur des bonnes bases. Oui, D'accord. parce qu'il faut des bases, il faut procurer un enfant, enfin, à mon avis, hein, mais je pense qu'ils le savent très bien, mais que le système est construit comme ça d'une manière tellement. Ce que je sentais, en fait, j'ai aucun ressentiment ni contre les professeurs, ni contre. C'est le système, en fait, qui est extrêmement pesant, extrêmement lourd, et personne ne pouvait le bouger, ni les professeurs, parce que j'ai bien vu qu'il y avait des professeurs qui eux-mêmes n'étaient pas d'accord, qui enseignaient Henri IV, et qui eux-mêmes savaient que ça posait problème. Et le système est tellement lourd qu'il n'y a aucun moyen de bouger quoi que ce soit. Et ça devient une évidence, alors que non, c'est pas évident. Ça peut fonctionner autrement. Oui, OK. Mais bon, c'est très intéressant. À part ça, il y a des changements, un peu fondamentaux, à Henri IV, je pense que tu as dû entendre là, qui ont été pris par, Oui, oui, le oui. ministre de l'Éducation, Jean-Michel Oui, Blanquer, oui, bah, donc on verra ce que ça donne, hein. au maximum, oui. Donc, tu prends une décision, très, très forte qui est de ne pas continuer. En fait, tu présentes pas les concours, les concours de Normal Sup. Oui, oui, Donc, oui. C'était c'est non, une rébellion incroyable, hein, oui, bah, dans je sentais que le j'y perdais contexte. mon âme. J'y Pardon? perdais mon âme, j'y perdais ma Oui, mais à capacité. ce moment-là, tu te disais pas: «Je perds mon âme». À ce moment-là, tu te disais: c'est contre ce que je suis». Pour toi, c'était une violence, en fait. Ah ouais, c'était ultra violent. C'était très violent parce que c'était la destruction de tout finalement ce qu'on avait essayé de me transmettre de meilleur. En gros, C'est-à-dire la solidarité, la voilà, confiance, exactement voilà. des Puis, il y avait quand même je dis pas qu'il y avait que ça, mais il y avait quand même, de l'antisémitisme aussi. Donc moi, je me sentais pas à l'aise. Il y avait surtout une espèce d'occultation absolument prodigieuse et alors là, c'était très troublant pour moi, de l'héritage juif intellectuel, enfin de la réflexion juive, des valeurs juives. Alors que c'est l'origine, j'essaye de le montrer dans le début du livre, c'est que sur le bandeau de la montagne Sainte-Geneviève, le premier nom qui apparaît, c'est Moïse. mmh. Mais après, il y a une occultation complète de toute la pensée juive, en fait, hein. Il y a une espèce de scotomisation. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a Eliane Amadou Valenzi, il y a Béni Lévy sur la pensée du retour. Eux, ils le montrent d'une manière philosophique, qu'en fait,
en tout cas, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais en tout cas, on voit bien en France, il y a une déperdition au niveau Ouais, ouais, voilà, de l'origine, par rapport à l'origine. Parce qu'à la effectivement. limite, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans d'autres choses, mais enfin voilà, ça aussi, ça m'a énormément. Je pense que je ne pouvais pas m'y retrouver parce que j'avais quand même une âme profondément juive, parce que ça m'a quand même été extrêmement transmis, peut-être pas au niveau des connaissances, mais au niveau de l'âme juive. Hein. C'était extrêmement fort et c'est toujours très fort. Et il n'y avait pas de résonance parce qu'il y avait quelque chose qui était coupé dans ce qu'on enseignait. Et ça, j'étais très choquée de ça. À ce moment-là, tu n'as pas, justement, au niveau de ton entourage, enfin, au niveau du judaïsme, donc il y a ta famille, tu n'es pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui un milieu juif, où, je veux dire, quand tu es jeune étudiante, bon, tu travailles beaucoup, mais est-ce que tu fréquentes un peu des juifs, des étudiants juifs Oui, 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 oui. et, enfin, et ce qui va avec, c'est-à-dire là où on se rencontre, où on va à des conférences, etc. Non, pas jusque. Oui, j'allais à des oui, je décris un peu quand je cherche, quand j'ai marché dans à l'époque vraiment où j'étais lycéenne, tu veux dire à 15 ans, etc. Oui, que 15, 20 ans, oui. Moi, oui, dès que dans ma classe, de toute façon, ça commençait en primaire, hein, enfin au lycée. Au lycée, on repérait qui est-ce qui n'était pas là à Kippour, on se disait, tiens, voilà. Oui, Et puis on avait quand même, moi j'étais pas j'étais pas à l'école juive, donc on se repérait à Yom Kippour, on voyait, on disait, t'étais là hier, toi, voilà, on savait qui était absent et il y a parfois on découvrait, on savait, et puis des fois on découvrait qui était juif. Mais moi, oui, j'ai toujours été, en tout cas, portée vers des amis juifs, pas que. Mais j'avais quand même cette recherche, cette espèce d'affinité et de recherche. J'en parle pas tellement dans le livre parce que les livres, c'est des choix. C'est évident que c'est pour ça que voilà, les livres, c'est des choix. On choisit certains éléments très précis tout à fait. pour donner une cohérence, enfin, servir le propos. Et alors, tu le dis justement sur la recherche par rapport au judaïsme. Tu écris: Ma recherche dans le judaïsme, aussi dense que souterraine, a Ouais. cependant du mal à se fixer, à trouver un interlocuteur qui lui corresponde en profondeur. Mon âme reste en peine, en attente de celui que je ne connais pas encore, celui dont le silence répondra à mes questions. Et bon, c'est très, très, enfin, bon, c'est très bien écrit, hein, très, très bien écrit. Et comme ça, on peut passer à la deuxième partie du livre. À la deuxième partie du livre, As-tu, voilà, et tu commences tout de suite. Je veux arrêter mon récit ici, au bord du silence. C'est une chose que de parler de soi, une autre de parler de celui qui deviendra sa moitié. Bon, déjà, c'est très, c'est encore une fois très bien dit. Et, et là, il y a en fait une succession, je me dis vraiment assez incroyable, une succession de hasards, hein, qui fait que tu vas rencontrer effectivement donc Aaron Eliachev qui va devenir ton mari. Et, et tu cites le grand pédiatre, bon ça c'est pour l'anecdote, hein, Ouais. Aldo Naouri, qui a dit quelque chose de très J'ai pas juste. dit que c'était Aldo Naouri, hein, parce qu'il y a. Ah oui, moi je l'ai reconnu. C'était à toi. Hein. Oui, c'est vrai, tu ne le cites pas, mais tu cites ce qu'a dit ce grand pédiatre. Mais je me suis dit, bah oui, évidemment, c'est Oui, Aldo il nous a Naouri. envoyé une lettre quand il a reçu notre faire-part de mariage. Oui, en disant, je ne retrouve plus où est-ce que j'avais écrit. En disant, Bah, il a écrit une très belle lettre. J'ai voulu la mettre en entier, enfin, parce que je l'ai trouvée très, très belle. Parce qu'en fait, il nous avait connus enfants. Moi, dans le 13e, il était pédiatre dans le 13e. Et mon mari, parce qu'il connaissait sa maman qui était pédopsychiatre. Donc, il nous avait connus tous les deux, mais sur des registres complètement différents. Et il disait qu'il n'imaginait pas un seul instant voilà, qu'on ait pu être réunis et autour aussi de la tchouva, en fait, puisque évidemment, la deuxième partie raconte c'est ça. le retour de l'âme, son point d'origine. Alors, l'âme qui arrive, qui trouve en fait l'interlocuteur où se fixer. Ouais. Donc, c'est Oui, ça. on dit aussi que, je sais pas, il y a une belle phrase qui dit que celui qui enseigne à quelqu'un, voilà, c'est un peu comme s'il était son père. Voilà, et je pense que
Oui, moi, il me fallait en fait, parce que je raconte un petit peu ce parcours où j'essaye différentes écoles. D'abord, je vais enfin, j'essaye un peu toutes les formes de judaïsme en fait. Hein. C'est assez amusant parce que je passe un peu tout en revue, de toute la palette. Et puis, il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres, mais il y a une résonance qui manque, c'est-à-dire par rapport à ma recherche, par rapport à mon type de recherche. Il y a quelque chose qui manque. Et là, effectivement, tout d'un coup, je rencontre quelqu'un qui est en résonance avec ce qui me manque, mais qui est en résonance au point de vue aussi de recherche spirituelle. Donc ça, c'est hyper intéressant, tout en étant tout à fait différent, hein, mais oui, c'est peut-être ce rapport au silence, aux choses qui ne sont pas, et Ils ne voilà. se disent pas, mais qui se ressentent. Après, qui peuvent se dire, après ça s'explique. Après, je trouve quand je vois un certain, après ça s'est confirmé dans la recherche. Mm. J'en parle un petit peu, c'est un petit peu au milieu de la deuxième partie, cette étude autour du Nefesh HaChaim de Rav Chaim de Volojine, c'est un peu autour de tout ce phénomène de la non-existence en fait. Euh, toute cette recherche-là, j'en parle très peu, voilà, parce que c'est pas le lieu, mais c'est quand même je pense que c'est là où cette espèce d'attraction trouve son explication, du moins disciple, même s'il y a beaucoup d'indicibles d'un autre côté. Alors après, quelle a été la place, enfin le moteur? Bon, on comprend que tu étais en recherche voilà, pendant longtemps, mais quelle a été la place alors? Parce que je crois que c'est le cas en fait, la place de la Shoah et de la destruction enfin, d'une partie de ta famille. Et en particulier, parce que tu le dis à un moment donné, tu as des ancêtres qui étaient chassidim. Oui, oui. Alors, j'ai surtout un ancêtre qui s'appelait Lostowski Rebbe, qui était le cousin de mon arrière-grand-mère, cousin germain. Et donc, on avait toujours sa photo dans la maison, et puis ma grand-mère en parlait, et c'était assez extraordinaire, les choses qu'elle racontait. Donc c'était un rebbe chassidique Oui, en oui. Pologne. Et je pense que qu'on a eu, en fait, qu'on a eu une certaine une image comme ça, d'un modèle tellement fort, et ben, quand on a envie tout d'un coup de se dire ben, où je vais aller dans la vie, le modèle, quelque part, il se dit, il propose une possibilité de quelque chose. C'est pas qu'on le prend comme, voilà, c'est pas une idolâtrie du modèle, mais tout d'un coup, on se dit, tiens, là, il y a un humain qui a réussi que, quelque chose d'hors norme, et c'est possible. Et ça, je trouve que ça permet, c'est comme on dit Yosef, quand il était chez Madame Potiphar, il y avait l'image de son père qui surgissait. Je pense qu'il y a effectivement, qu'on a la chance, même d'une manière, sous une forme comme ça, c'était pas ténu parce que c'était porté par tout le personnage de ma grand-mère qui était quelqu'un d'absolument extraordinaire, mais quand on a cette chance-là, on peut pas, il y a finalement, on peut pas avoir n'importe quel type de vie, quoi. Sinon, alors, ça aurait pas de sens du tout. Du tout, du tout. On est obligé à certaines choses. Voilà. Tu t'es sentie en fait dépositaire Oui, d'une transmission. c'est des modèles. C'est des modèles et Enfin, qui toi t'ont parlé. Je m'excuse. Tu as des frères et sœurs ou parce que sinon tu n'en parles Oui, pas. oui, j'ai des Ah, sœurs. si, tu as une sœur. Non, des sœurs. Oui. Deux sœurs. Ouais. Et qui n'ont pas pris le même chemin que toi. Elles ont chacune leur chemin, disons. Non, Voilà. comme quoi, en fait, oui. Il y a des points de convergence, des points de divergence, mais elles ont des chemins intéressants toutes les deux. Oui, je n'en doute pas, évidemment, c'est pas le sujet. C'est juste pour dire que toi, en fait, ça t'a. Oui, mais parce que je pense que moi, j'étais de la même manière que j'avais une certaine fusion avec ma mère, je pense qu'il y a une certaine fusion aussi avec ma grand-mère. Mais ça, c'est dû à la relation qu'on établit avec les gens, à son type de personnalité. Voilà, je pense que c'est lié aussi à ma personnalité. Oui, ça,
Sans aucun doute. Alors, il y a aussi des très belles pages sur le Nice, hein, puisque tu passes, Oui, c'est là où tout se passe, hein, ouais. dans la deuxième partie, c'est là où, donc, où tu rencontres ton futur mari. Alors, en fait, toi, tu étais venu, on peut peut-être juste te dire, avant de peut-être laisser la parole, tu étais venu à Nice pour étudier, non, pour voir Oui, j'avais un un cousin cousin. germain, voilà. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés chez ce cousin, Comme souvent, à son poste. qui invitait des étudiants, etc. Et en fait, ce que je demande, ma question c'était, est-ce que, donc lui à ce moment-là, il est élève à la yeshiva, dans une yeshiva à Nice, c'est ça? Oui. Et est-ce que toi, c'est à ce moment-là, est-ce que ça t'a, comment dire, le fait que lui soit déjà engagé, donc aussi, bon, et qu'il étudie la Torah, etc., ça t'a aidé, enfin, ça t'a mis en même temps sur des rails, et du coup, c'est devenu en fait un projet à deux aussi. Oui, c'est Bien, vrai. tu étais déjà toi-même bien. Non, non, je pense que ce que j'essaie de raconter dans le livre, c'est que c'est un personnage qui cherche et qui trouve pas. Ouais. Et tout d'un coup, il y a, voilà, il y a un discours qui vient répondre à des questions. Parce que les questions sont précises. C'est des questions liées bien sûr à la Shoah, parce que quand on a ressenti, qu'on a vécu très fortement la Shoah, il y a la question du sens qui se pose. Et il y a la question du mal, la question de Dieu. C'est des questions, en fait, pourquoi aussi c'était très difficile pour un grand nombre de juifs de revenir, parce que tant qu'on ne s'est pas donné au moins ses propres réponses sur, je ne dis pas donner un sens à la Shoah, parce que on n'ose même pas dire ça, mais tant qu'on ne s'est pas donné en tout cas un certain type de réponse, on peut avoir beaucoup de mal à rentrer à nouveau dans la Torah. C'est comme un désamour, hein, je veux dire, ça peut être vécu comme un très très grand désamour, et on est obligé en fait de se trouver ses propres réponses pour pouvoir retourner. Hmm. Et ça se matérialise avec en même temps aussi une relation sentimentale, etc. Donc, il y a tout Oui, tout qui s'imbrique. qui s'imbrique et et qui prend forme. Et donc, ce qui fait que d'ailleurs que la fin du livre, évidemment, est très belle. Voilà, et ils vécurent heureux longtemps et eurent de beaux enfants. Oui, non, mais ils ont eu beaucoup d'enfants. C'est ça qui est drôle dans le livre. C'est que je me suis dit, voilà, les contes de fées, on dit ils vécurent longtemps, ils ont beaucoup d'enfants. On ne vous raconte pas ce qui se passe quand il y a les enfants. Non. On se dit, oulala, si on devait continuer l'histoire, on les retrouve 40 ans après, ça va vraiment être tout à fait autre chose. Donc, ça m'a amusé aussi de continuer l'histoire jusqu'au bout. Oui, amusé. Oui, ça m'a amusé. Moi, je me suis beaucoup amusée aussi. Il y a beaucoup de. J'espère qu'il y a quand même une certaine. Il y a des choses assez rigolotes dans le livre. Mais moi, oui, il y a des choses, je me suis amusée. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est tellement, le livre est tellement écrit de manière tellement sensible. Vraiment, enfin, on participe, quoi. On est vraiment dedans et on ressent, puisque encore une fois, enfin, on ressent très très bien ce que tu veux faire partager en tous les cas. Est-ce que, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter, ou je propose, si quelqu'un a envie quelqu'un a envie d'intervenir, Oui, non, que si quelqu'un a une question, je serais ravie d'essayer d'en de. parler, ouais. Ah oui. Alors, bon, Ah, je suis sûre qu'il y en a des questions. N'hésitez pas. ah oui, Tu as trop bien fait ton job, hein, Gabriel. ouais, c'est ça. J'aime bien aussi comment est-ce que tu décris quand tu arrives à Strasbourg. Puisque vous arrivez à Strasbourg tous les Ouais. deux, enfin, passer de Nice à On Strasbourg. arrive du sud, hein. On Oui, arrive oui, du c'est ça. sud. Donc, il faut quand même imaginer que Nice, c'est quand même. D'abord, on sent quand même que de l'autre côté de la mer, on sent quand même qu'il y a Israël quelque part. Moi, je trouve, j'avais toujours ce sentiment que j'étais à Nice, de me dire, tiens, il suffit de prendre le bateau, et puis donc on a un petit goût comme ça du ciel bleu, voilà, ce côté un peu métaphysique du temps. Et puis, évidemment, passer du sud au nord,
Et voilà, et puis comme je le dis dans le livre, le Nord, moi quand je regardais la météo, là où il y avait le pire temps, il neigeait, il pleuvait, il faisait moins, des records de température en moins, bah, c'était toujours Strasbourg. Donc, donc c'était passé vraiment du chaud au froid, mais j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça et je continue à l'aimer beaucoup. Il y a un coup de foudre avec la ville. Peut-être avec l'architecture, avec le fait qu'il y a un fleuve aussi, comme à Paris. Alors, je m'excuse juste, là, je reviens sur, d'ailleurs, avec Strasbourg et Nice, bon, le renoncement, voilà, la question du renoncement. Parce que en devenant, en faisant ce chemin de juif orthodoxe, en fait, et puis même, à la limite, comment dire, ta décision à la fin, enfin pas à la fin, justement, à Henri IV, de ne pas aller au concours de Normal Sup, aux examens de Normal Sup. Par ailleurs, tu étais passionnée d'art dramatique. Et d'ailleurs, ton mari aussi, il en a fait beaucoup. Oui, oui, c'est vrai qu'on avait vraiment des points de… Vous aviez des points de passion et que, voilà, auxquels vous avez renoncé. Et tu dis que pour toi, ça n'a pas été facile de renoncer à l'art dramatique, à cette voie du langage artistique qui est tout de même… Non. Et lorsque je parle à l'étudiant de ma propre difficulté de renoncer à l'art dramatique, à cette voie du langage artistique qui est tout de même celle de mes parents, donc il me récite à la perfection la dernière strophe des Phares. Phare au bord de l'éternité de Baudelaire. Oui. On est d'accord. Vas-y, lis-le et tu auras la réponse. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. C'est magnifique. Voilà. Alors là, il y a cette espèce de petite pointe qui se dit, ben moi, j'ai pas du tout envie de rester au bord de l'éternité, j'ai envie de sauter dedans. Il y a ce côté un peu kamikaze comme ça. Non, ben, on va pas rester au bord, on va rentrer. Donc voilà, moi, j'ai eu le sentiment de rentrer quelque part dans l'éternité plutôt que de rester au bord. Il me semblait qu'avec l'art, j'allais rester au bord de l'éternité et qu'en rentrant complètement dans… Et ça, c'est très intéressant, qu'avec l'art, tu avais l'impression de rester au bord de l'éternité. Ah, oui. Alors qu'au contraire, moi, je dirais que l'art est un médium, un vecteur pour essayer de toucher et de comprendre l'éternité, c'est-à-dire ce qui nous échappe, en fait. Non, mais moi, je pense que le judaïsme, c'est ça, puissance 1000. Ça veut dire, très honnêtement, dès qu'on étudie, dès que vraiment, et dès qu'aussi qu'on est dans ces lois révélées, on est en contact avec quelque chose. C'est compliqué à expliquer, c'est très personnel, mais j'espère que dans le livre, ça se sent un peu. En fait, notre vie, j'expliquais, le couple juif, c'est pas un couple à deux, c'est un couple à trois. Voilà. Il y a quand même une dimension qui nous dépasse complètement, qu'il faut constamment creuser. On pense qu'on l'a attrapé et puis hop, en fait, non, c'était pas ça. C'est une recherche continuelle de quelque chose qui dépasse complètement l'homme. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette pensée, qui est la pensée juive, qui est extrêmement complexe, et on le sait, qui procède énormément par analogie, et ça, je trouve ça déjà comme fonctionnement intellectuel quelque chose de très intéressant. Il y a un mode d'emploi à cette pensée. Et c'est ça que je ne trouvais pas, par exemple, dans les études, et que je ne trouve pas dans l'art non plus, parce qu'il y a eu des artistes voilà, qui étaient des gens extrêmement bien, mais je montre aussi dans le livre, c'est qu'il y a des artistes, humainement, ce n'est pas jouable. Enfin, je veux dire, moi, je ne me voyais pas… je veux dire, on peut être artiste et en même temps incarner un modèle humain, voilà, qui soit… moi, j'avais du mal. Ça veut dire, j'avais du mal avec ça. C'est-à-dire qu'il faut une certaine cohérence à l'intérieur de la personne. La beauté, on essaye, je ne dis pas qu'on y arrive, on essaye aussi d'être beau à l'intérieur. Et comme ça, on peut transmettre vraiment. Pour moi, ce qui est pour moi une beauté qui me, disons, que je trouve qui me touche plus. Voilà. Qui, en tous les cas, est très pure. Oui, peut-être il y a une recherche d'une pureté, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une recherche de pureté, oui. Ouais. C'est très touchant, c'est très beau. Est-ce que quelqu'un veut intervenir maintenant? Non, non. Ah ben dis donc. Mais je voulais juste quand même finir en disant que tu as raison, c'est que quelque part aussi, j'ai ressenti le besoin de mettre l'art dans la boucle. Mais au lieu de le mettre dans l'art dramatique,
je l'ai pris à travers ce qui finalement était mon médium à moi, qui est l'écriture, beaucoup plus. C'est Voilà, vrai. là où je me sentais le plus à l'aise. Et j'essayais aussi de montrer que oui, c'est pas incompatible. Parce que moi aussi, hein, quand je fais Tchouva au début, je me disais, mais comment je vais faire Je me suis posé la question. Comment je vais faire pour utiliser moi dans mon unité la plus totale. Et ce livre était un peu pour ça une gageure, quoi. C'est de dire oui, c'est faisable. Il y a des chemins. Chacun peut trouver le chemin de toute façon pour faire ce qu'il a à faire ici. Ici-bas. Je l'ai pas dit. Si, parce que enfin bon, je ne veux pas parler de, comment dire, de qui tu es maintenant. Je trouve qu'on va rester dans le livre qui est… Oui, parce enfin, que ça reste de la littérature, hein. Pour moi, oui, tout à fait. voilà, c'est de la littérature. C'est un travail avec l'écriture, c'est un travail avec son monde intérieur, mais ça reste de la littérature, j'espère. Alors, tu cites Aaron Appelfeld aussi. Et Aaron Appelfeld rapporte un enseignement emblématique des Pirkei Avot, une maxime des pères. Contre ton gré, tu es né, disaient nos sages. Contre ton gré, tu vivras. Contre ton gré, tu mourras. La Shoah ajouta, contre ton gré, tu es juif. L'héritage nu. Ça, c'est de Aaron Appelfeld, n'est-ce pas? De citer, dit contre ton gré, tu es juif. Je décide donc de franchir ma porte de la loi, celle qui n'est faite que pour moi, quitte à me retrouver à la fin de ma vie sur un autre strapontin, devant ma porte de l'art, point d'interrogation, mais l'éternité m'intéresse plus que l'immortalité. Ah ben, je crois que là, tu as très bien écrit ce que tu venais de dire. Hein. Voilà. C'est exactement ça. Tu as cité le mon passage. Voilà, exactement. Alors, vous voyez, c'est un livre, ça aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut l'ouvrir, parce que là, je ne l'avais pas noté, on peut ouvrir un peu au hasard, partout, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Voilà. En fait, c'est ça, c'est un livre intéressant, partout. Ouais, il a été construit un petit peu comme ça, un peu comme un kaléidoscope. On peut prendre des petits bouts. Enfin, chaque petit passage et en fait vient montrer quelque chose. Même exactement, exactement. Ah, c'est tout sauf un livre superficiel et léger. Hein. Ça. je pense quand même qu'il y a une légèreté. Oui, J'ai oui, essayé oui, quand parce que oui, puis il y a des moments un peu amusants, enfin voilà quoi. voilà, je vais essayer que ça reste quand même léger. Et puis, on voit aussi que tu… enfin bon, c'est un parcours très, très particulier. Et tu ne renies pas, d'ailleurs, tu n'as pas renié ta culture ancienne, les groupes Mais de non, rock mais que tu aimais, etc. j'ai pas. Après, moi, je me demande comment est-ce qu'on transmet tout ça à ses enfants, d'ailleurs. C'est une Mais super question. ouais. Mais alors, C'est oui, une ça super sera pour question la parce prochaine que fois. comme les chiens font pas des chats, en fait, on se retrouve avec des enfants aussi qui ont souvent une âme d'artiste et qui en fait peut-être voilà. Et c'est vrai que je pense qu'ils doivent gérer non pas à la fois une richesse supplémentaire, mais aussi une difficulté supplémentaire. Effectivement, je pense qu'être Ah, c'est une richesse supplémentaire. Après, c'est difficile. et aussi, je pense que il faut pas Les prendre. deux, ouais. C'est les Ouais, deux. Franchement, pour être très très franc, c'est les deux. j'entends bien. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur toutes ces bonnes paroles? Oui, je veux bien dire quelque chose. Merci Dora. Merci. D'abord, je voulais dire merci, hein, parce que c'est un livre, c'est un merveilleux cadeau que vous avez fait au lecteur. Merci. Et, Merci. et essentiellement à la lectrice que je suis. Et c'est très, très difficile de dire encore quelque chose après tout ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est un livre dans lequel on peut s'arrêter et le reprendre enfin moi j'ai retrouvé tous les styles et je me suis déjà arrêtée à la première page quand vous avez parlé de cette mouche. C'est d'une poésie absolue. Je regarde autrement les mouches maintenant. D'une Vous poésie n'êtes pas la folle. première à me dire ça. Et j'avoue, ce qui m'a surtout… Moi, c'est surtout la deuxième partie. Comment dire, de la façon dont vous êtes entré dans l'éternité. Voilà. Oui, oui,
La façon dont vous êtes, Dora, je n'ai pas bien entendu. Dans laquelle elle est entrée dans l'éternité. Dans l'éternité. L'éternité, d'accord. Dans l'éternité. Ah non, mais je suis sur le chemin de l'éternité. Je suis dedans, mais on avance dedans. Oui, je m'en doute. Je ne suis pas du tout arrivée. Je m'en doute que vous n'êtes pas encore arrivé. Hein. Est-ce qu'on arrive jusqu'à 120 ans, jusqu'à 120 ans. Est-ce qu'on arrive, à moins d'être dans le Lamaba, mais sinon, dans ce monde-ci, est-ce qu'on y arrive? Ouais. On fait ce qu'on peut, chacun sur son chemin. Je crois que c'est intéressant, c'est déjà de ne pas se tromper de chemin, d'être à peu près sur son chemin. Et puis après, il y a des moments où on avance vite, des moments où on ralentit, des moments où… Mais toujours essayer à peu près de rester sur son axe avec ce qu'on est. Une fois qu'on a pris ce chemin-là, on ne peut plus se tromper. Hein. On ne peut pas quoi? On ne peut plus se tromper. Une fois qu'on a pris ce chemin-là, on ne peut plus se tromper. Hein, parce que on a peut-être plus le droit de se tromper, mais on peut se tromper. Voilà, il y a le libre arbitre qui est toujours là et je pense que… Oui, peut-être. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que moi, je vais devoir vous quitter en fait. Est-ce que… Moi aussi. Toi aussi. Alors, ça tombe très bien. Écoutez, alors, je vous remercie tous. Yoav, est-ce que tu veux dire quelque chose encore? Oui, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde, en fait. Voilà. Alors, une petite annonce aussi, on va s'arrêter avec les Zooms jusqu'aux les fêtes. Et voilà, on est en train de… En fait, on a commencé les préparations pour les Slichot et on est en plein de projets et ça va être un peu compliqué. Et voilà, alors on fait une petite pause pour le Zoom de Patrimoine et la Culture et on se voit… Jusqu'en octobre, Yoav? Voilà, normalement, oh. oui. Mais Yoav, quand tu dis qu'il y aura sur Zoom, seulement sur Zoom, et à Strasbourg, vous allez continuer à faire des trucs, ou bien plus du tout? De trucs, on fait toujours des choses. Ça, non, mais ce que je veux dire, ce genre les mêmes programmes que ce que tu fais sur Zoom, ça va s'arrêter même à Strasbourg. Les Zooms, on fait une pause, oui, c'est ça. Voilà. Et… Alors, oui, c'est vrai que il y a eu un cri du cœur là, ça fait un peu en même temps. C'est un peu dommage, quoi. Mais bon. Ça va nous manquer, hein. Oui, peut-être garder Yoav ou peut-être garder, je ne sais pas, une fois par mois, même. On va essayer de trouver une manière de travailler. Peut-être faire encore une fois en juin, peut-être avec le pasteur Michel Becquel d'ailleurs. Hein, oui, ça c'est bonne idée. C'est une bonne idée, on fait quand même peut-être une fois en juin. Et par ailleurs, Rivka sera en présence. Voilà, au conseil. À la communauté ce mercredi, c'est ça, Rivka? Non, c'est dimanche. C'est dimanche prochain. Dimanche à 20h. Voilà, donc dimanche prochain à 20h pour ceux qui sont sur Strasbourg, qui peuvent venir. Ils pourront de nouveau écouter Rivka à ce moment-là, dimanche prochain. Et moi, je suis d'accord. Alors, autant, Yoav, je comprends très bien. Puis moi-même, de toute façon, je suis vraiment prise. Et voilà, mais peut-être faire encore une fois au mois de juin, ça serait… En tout cas, on va vous informer au Shabbat Shalom, sur le site, des choses comme ça. On va essayer encore regrouper un peu quelques émissions avant l'été. D'accord, ok. Voilà. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yoav, pour tout ce que tu as fait. Merci, Yoav, et merci à tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter. Voilà. Merci à vous. De même, merci à tous. À bientôt. À bientôt, au revoir.